Je l'ai fait, putain! Il y a un an, j'ai décidé de parcourir l'Amérique du Sud à vélo en récoltant des fonds pour soutenir la recherche contre la sclérose en plaques. La Colombie, ça a été un pays assez fantastique. J'ai rencontré des gens, des locaux extrêmement sympas. J'ai vu des paysages absolument spectaculaires, notamment avec un énorme coup de cœur pour la région du café. Une région montagneuse, très verte, où tous les matins j'assistais à la rivière qui s'évapore et je montais ou je descendais suivant les jours dans les nuages avec le soleil et c'était des paysages vraiment incroyables, des maisons un peu perchées au milieu des montagnes et j'en ai des souvenirs vraiment spectaculaires avec les petites églises colorées de chaque village où tu peux manger, où tu peux dormir, où il y a toujours des solutions à tous les problèmes que tu peux avoir et je garde une place vraiment spéciale pour la Colombie dans mon cœur et une place vraiment spéciale au sein de mon voyage, dans le sens où c'était vraiment le pays parfait pour commencer ça. Je me suis rarement fait frôler comme ça a pu arriver par la suite. Donc c'était vraiment une belle partie de ce voyage et avec des paysages vraiment sensationnels. C'était la première fois que j'allais à vélo à la montagne, même en France, j'avais jamais fait des choses comme ça. C'était mes premières itinérances, mes premiers bivouacs, les premières fois que je me réveillais mouillé dans la tente parce que je l'avais mal mise. Ce qui n'est pas arrivé par la suite, et tant mieux. Mais du coup, j'ai beaucoup appris en Colombie. Et c'est la crevaison! Allez! L'après-midi, elle va être comme ça, je pense. Après 2 mois en Colombie, j'arrive en Équateur par le Páramo, qui est un écosystème en altitude à plus de 4000 mètres. C'était assez spectaculaire, j'ai pris des routes assez incroyables mais tellement exigeantes de par la saison des pluies, les glissements de terrain qu'il y a pu avoir. Et plus on monte, plus c'est humide, c'est assez frais. Et c'était une route extrêmement difficile. À ce moment-là, j'étais encore un peu naïf et je me disais mais si ça va passer. Et je pensais que j'allais faire tout le pays sur cette route-là, la fameuse Tembre, qui est une route qui traverse l'Équateur avec des versions plus difficiles suivant les chemins qu'on prend, mais quoi qu'il arrive, en fait, elle est extrêmement difficile. Et puis je suis arrivé aussi dans la saison des pluies, donc je pouvais rouler après 13-14 heures, mais à quel prix? Je finissais, la seule fois où je l'ai fait, j'ai fini mais mouillé de la tête aux pieds. Et puis il y a un jour où, après avoir dormi à une laguna, je descends et je descends une route qui était absolument indescriptible, je pense. C'était même pas un chemin, enfin, même à pied, il y avait des espèces de trous de 1 mètre à cause de glissements de terrain. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer sur cette route-là. Et en Équateur, ça a été la première fois où après 2 mois et demi, je me suis dit qu'il fallait que je m'adapte et que, au final, je devais accepter ma frustration et que tout ce que j'avais imaginé, ce ne serait pas forcément la réalité. Et à ce moment-là, je me suis dit que je devais peut-être revoir mes plans. Alors je suis passé par l'Amazonie et ça m'a aussi permis de rejoindre plus vite que prévu le Pérou, qui était un des, si ce n'est le pays avant de partir qui me faisait le plus envie.
Donc j'ai fini l'Équateur avec des grosses journées de vélo pour arriver rapidement au Pérou. Et là, j'ai pris une vraie claque. Quand je suis arrivé au Pérou, ça a été un peu le coup de cœur instantané où j'ai découvert ces immenses montagnes, ces immenses vallées. J'étais dans une partie entre la côte et l'Amazonie, enfin la partie vraiment montagneuse, mais au début vraiment assez peu visitée. Et en réalité, c'était, je pense, une des meilleures parties du Pérou que j'ai pu faire à vélo parce que j'ai eu des routes qui n'étaient pas trop dégueulasses. J'ai eu des paysages qui étaient absolument incroyables. Ça a été un énorme coup de cœur dans le sens où c'était une claque d'avoir ces paysages parce que même si dans les autres pays on a aussi des montagnes extrêmement hautes et tout, on n'a pas ce côté vallée où ça vient un peu cisailler le paysage. Et c'est vraiment spectaculaire. Et donc j'ai continué dans ces vallées en étant totalement amoureux, en changeant mes routes au gré de ce que me disaient les villageois, parce qu'à ce moment-là j'étais encore dans la saison des pluies, donc j'ai ramassé pendant les 2 premières semaines, j'ai bien ramassé de la flotte. Il n'y a aucune visibilité. La route, elle se découvre au fil de l'avancement. Ça peut paraître complètement fou de se dire que le mec il vient de faire 1000 mètres de dénivelé et qu'il a aucune vue et ça le fait pas chier. Mais le spectacle est waouh. C'est des choses uniques qu'on voit pas chez nous, ou du moins pas souvent. Et puis il y a ces lacets, en fait, on voit de l'autre côté les routes qu'on va prendre et à ce moment-là j'étais émerveillé. Aujourd'hui je serais plutôt effrayé parce que maintenant je me dis putain, faut aller là-haut quoi. Et c'était pas toujours une partie de plaisir, et plus j'avançais dans le Pérou et plus la difficulté me rebutait un petit peu. Et ça a fini avec une très longue pause de quasiment 1 mois au niveau de la Cordillère Blanche au milieu du Pérou. Et ensuite, j'ai décidé de changer mes plans. La route que j'ai prise pendant 2 semaines après cette pause dans la Cordillère Blanche, elle était belle, mais vraiment, elle ne me correspondait plus à ce moment-là du voyage. J'avais changé ma vision, ma philosophie. Et ce qui fait que j'ai fini par bifurquer sur le bitume pour aller plus vite et faire une nouvelle pause à Cusco où j'ai rejoint une amie de lycée. Et c'est vraiment une phase du voyage où ça m'a vraiment fait du bien de changer d'une part d'activité, de partager des moments avec quelqu'un. J'ai aussi rencontré une famille suisse qui était absolument formidable et ça m'a fait du bien de renouer du lien après
après toutes ces difficultés que j'ai pu affronter au Pérou. Donc là j'arrive en Bolivie et j'avais fait le choix de ne pas visiter la Bolivie dans son entièreté et de vraiment traverser la Bolivie et le nord de l'Argentine pour des raisons de timing. Ce qui fait que j'ai passé à peine 10 jours en Bolivie, j'ai quand même pris le temps de traverser le désert de sel. Et puis ensuite je suis arrivé au nord de l'Argentine où il y avait des paysages vraiment fantastiques avec des déserts, des montagnes rouges, des montagnes vraiment de toutes les couleurs de par la géologie et le climat. Et c'était vraiment un moment où j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à vélo parce que j'avais plus le facteur d'altitude, j'avais moins le facteur de dénivelé et surtout en Argentine je mangeais comme un roi. Et ça c'est vraiment la chose réconfortante de mon voyage, c'est que il y a des journées où ça va pas, mais en fait, tant qu'on mange bien, moi en tout cas, c'est la nourriture, et ça permet de tenir. Et du coup, je suis rapidement descendu vers le sud et à Mendoza, qui est une ville dont j'ai entendu beaucoup de bien, j'avais décidé de faire une pause pour de nouveau varier les activités. Et à ce moment-là, la philosophie avait changé et le vélo était beaucoup plus un mode de transport pour voyager qu'un voyage en tant que tel. Et une fois à Mendoza, donc il me reste quand même pas mal de temps pour visiter la Patagonie comme je l'avais envie et à ce moment-là, psychologiquement, j'ai vraiment switché sur le côté plaisir et qu'en fait le voyage, c'est quelque chose au final d'assez personnel, même si c'est pour une cause, etc. Si moi je prends pas de plaisir, en fait ça perd tout son sens. Et donc en Patagonie, j'ai vraiment alterné entre le vélo, la marche, et je suis arrivé aussi très fatigué mentalement et j'ai découvert ça en n'appréciant pas du tout des moments que d'autres personnes ont trouvé fantastiques et où moi psychologiquement j'étais dans un état où c'était difficile d'apprécier les choses. Et tout ça, ça s'est couplé aussi à pas mal de problèmes mécaniques. J'ai eu sur 1000 km 4 problèmes versus 3 pendant tout le début du voyage. Et donc tout ça a un peu entretenu cette difficulté mentale. Et où je me suis dit qu'à ce moment-là, je voulais finir la partie à vélo, me libérer un peu de ce poids-là et d'arriver à Ushuaia et de sentir que j'ai accompli ce pourquoi j'étais parti. Et je suis ensuite revenu dans ces endroits-là pour faire des randonnées, voir des beaux paysages et aussi vivre cette vie en sac à dos qui est plus sédentaire selon moi et qui permet de rencontrer en fait beaucoup plus de gens. Et ce qui fait que dans certains endroits comme à El Chalten par exemple, j'ai rencontré énormément de personnes fantastiques et ça m'a permis de partager beaucoup plus de moments. Les meilleurs matins, c'est tous les 10 jours quand je change de chaussettes. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Putain, il était tout seul à la Casa Azul là, il nous faisait de la peine. On a dit allez viens sur le porte-bagages. Et maintenant il va nous faire le tour à la journée. Et regardez-moi ce bonhomme là. De retrouver cette petite flamme de voyage, de retrouver cette envie d'aller dormir dehors, de marcher, etc. que j'avais totalement perdu en fait. Et à la fin, il y a eu des jours où faire du vélo, c'était vraiment entre guillemets mon job. Et je partais le matin et voilà, je faisais mon job, mais il n'y avait plus ce petit truc en moi qui me disait putain aujourd'hui ça va être trop cool, alors que quand je repense à la Colombie, il y a des moments où je me disais mais je pourrais faire ça toute ma vie quoi. Et du coup cette fin de voyage a été vraiment marquée par les rencontres et le partage. Et ça a vraiment fait du bien et ça me permet vraiment de rentrer en France avec aussi plein de belles histoires que j'ai partagées.
pictures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm Et au final, je me suis rendu compte que même si j'ai voyagé seul, j'ai toujours eu beaucoup de soutien, en premier lieu de ma famille qui a vraiment été là pour moi et qui m'a aidé, y compris financièrement. J'ai été aussi soutenu par un super shop qui s'appelle la Maison Alpine à Alvar, à côté de Grenoble, qui a tout de suite décidé de me soutenir et où je pense qu'il y a une relation humaine qui se crée. Et ça, c'est aussi une des leçons du voyage, c'est que les plus belles choses, c'est l'argent, ça passera vraiment après énormément de choses et l'humain et les moments qu'on vit, ça c'est des choses qu'on ne pourra jamais nous retirer. Un grand merci également à tous ceux qui ont participé à la cagnotte, qui ont donné de l'argent. Pour certains ça représentait peu, pour d'autres ça représentait beaucoup, mais en fait chaque don était important. Et grâce à ça on va pouvoir aider toutes les personnes atteintes de la sclérose en plaques à avoir une vie meilleure à l'avenir. Et merci aussi à Albion et à Boru que j'ai rencontré en Turquie, un Anglais qui voyage à travers le monde et qui m'a aussi inspiré dans ce projet. Merci à tous.